Bienvenue dans le débat consacré à l'élection présidentielle aux États-Unis avec la large victoire de Donald Trump à la première primaire républicaine du caucus de l'Iowa. Ce n'était pas une surprise, mais son score est historique. Avec 51% des suffrages, Trump conforte donc son statut de favori. Ron DeSantis est deuxième avec 21% des suffrages et Nikki Haley troisième avec 19% des suffrages. Le prochain scrutin de cette primaire républicaine aura lieu dans le New Hampshire. Ça sera la semaine prochaine, mardi prochain. La dynamique de la campagne présidentielle Trump-Biden est définitivement lancée alors que le président américain Joe Biden affirme sur X que Trump est le net favori de l'autre camp à ce stade, tweet-t-il. Donald Trump a quant à lui appelé le pays, je cite, à s'unir après sa victoire dans l'Iowa. Donald Trump qui était déjà cet après-midi à New York devant un tribunal civil pour un deuxième procès en diffamation. Un procès intenté par une écrivaine qui d'ailleurs l'avait déjà fait condamner pour agression sexuelle dans les années 90. Alors on va revenir sur ce premier résultat de la primaire républicaine. Quelles leçons peut-on en tirer? Conforté par son score dans l'Iowa, Donald Trump peut-il rassembler les républicains? Trump-Biden, est-ce l'inévitable match retour? Voilà les questions que nous avons posées à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Stephen Ekovitch. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le débat. Vous êtes historien, professeur émérite de sciences politiques à l'Université américaine à Paris. En face de vous, Amy Porter, bonsoir. Vous êtes porte-parole des Democrats Abroad, en France, bien sûr. Merci d'être avec nous. Nous avons donc par Skype Cécile Coquet-Mokoko. Bonsoir. Vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université de Versailles à Saint-Quentin. Bienvenue à vous. Merci. Et puis Reed Brody est avec nous ce soir, avocat, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Bienvenue. Merci. Avant de débattre, je vous propose de faire un point en images avec Sandrine Gomez. Il l'avait prédit, il l'a fait. Victoire éclatante dans l'Iowa pour Donald Trump lors du coup d'envoi des primaires. Même la tempête de neige qui s'abat sur le Midwest n'y aura rien changé. Et déjà, il endosse le discours du candidat rassembleur au-dessus de la mêlée. I really think this is time now for everybody. Il est vraiment temps maintenant que tout le monde s'unisse, que le pays s'unisse, que l'on soit démocrate, républicain, progressiste, conservateur. Nous devrions pouvoir arranger le monde, ses problèmes, les morts, les destructions dont nous sommes témoins. Il n'y en a jamais eu autant. Avec plus de 51% des voix, Donald Trump repart avec 19 délégués sur les 40 en jeu. Un moment de vérité dans la course à l'investiture républicaine. Car il n'y a désormais plus qu'une seule question qui vaille. Qui pour la deuxième place face aux grands favoris? Ce jeudi, loin derrière avec un peu plus de 21%, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, peine à s'imposer comme le deuxième homme. Ils ont dépensé près de 50 millions de dollars pour nous attaquer. Personne n'a eu affaire à une telle somme dans l'Iowa. Les médias étaient contre nous, ils ont écrit notre nécrologie il y a des mois. Tout juste 2 points le séparent de Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. En progression dans les sondages, elle est la seule femme à vouloir tenir tête à Donald Trump. Et pas question de baisser les bras. Dès ce soir, je retourne dans le grand État du New Hampshire et la question qui se pose maintenant à tous les Américains est très claire. Voulez-vous encore la même chose? Lui ne sera pas au deuxième rendez-vous du New Hampshire la semaine prochaine. Avec un score à 7%, le candidat Vivek Ramaswamy déclare forfait dans l'Iowa et appelle à voter Trump. L'ancien président qui savoure le moment malgré un avenir politique incertain, suspendu à 4 procès au pénal où il espère échapper à de possibles condamnations avant la présidentielle de novembre. Amy Porter, vous qui êtes porte-parole des démocrates abroad, votre réaction, vous vous dites il est inarrêtable parce que si je comprends bien, c'est un score historique, 51%. C'est un score historique et en même temps, il ne faut pas oublier que ce n'est que des républicains, ce ne sont que des républicains qui ont voté. Donc s'il a eu 51%, ça veut dire que 49% des républicains ont voté contre lui. Il faut aussi remarquer qu'à tel point... Vous attendiez à plus? Non, c'est pas ça. Mais il faut voir à tel point ce caucus d'Iowa ne représente pas du tout la tendance générale aux États-Unis. Il y a 100 000 personnes qui sont venues, ça c'est 14% des républicains, 720 000 républicains dans l'État.
Ils sont pour la plupart blancs. L'Iowa est un État où quasiment tout le monde est blanc. Évangélique. Trois quarts de ceux qui sont venus dans le caucus avaient plus de 50 ans. 2 tiers pensent que Biden n'a pas été élu légitimement. Et 2 tiers pensent que Trump sera encore apte à servir comme président, même s'il est condamné au pénal. Donc, on ne peut pas dire que ça représente la tendance générale aux États-Unis. Votre réaction, Steven Ecovitch, vous qui êtes l'historien de ce plateau. Les caucus de Iowa ont beaucoup évolué dans le temps parce que, de toute façon, comme a dit notre compatriote, la démographie électorale d'Iowa ne ressemble pas du tout à la démographie électorale de tous les États-Unis. C'est un électeur plutôt blanc, plutôt évangéliste. Et c'est aussi une épreuve pour les candidats. Dans le temps, au moins, pour les caucus, chaque candidat était appelé à montrer sa capacité d'organiser une organisation sur le terrain. Il y avait très, très peu de médias, mais ça a beaucoup évolué. Le vrai test de médias, la vraie élection était dans le New Hampshire. Donc, New Hampshire, c'est la semaine prochaine, dans une semaine. Donc, maintenant, le média est présent partout. Donc, ça a beaucoup changé l'allure et les caractères. Mais vous n'avez pas été surpris tout de même qu'il fasse un si bon score, 51%. C'est historique, c'est arrivé, je crois, une fois aux États-Unis. Oui, mais si on va aussi évoquer l'histoire, la dernière fois qu'un gagnant de Iowa a gagné la présidence, c'était en 2000. Mais je ne crois pas qu'on peut faire le parallèle cette fois-ci. De toute façon, vraisemblablement, Donald Trump se dirige vers la nomination du Parti républicain. Ça, c'est sûr. Enfin, sûr, on peut le dire. Il y a toujours des inconnus. Il y a des connus inconnus, ce sont les procès. Oui, on va y revenir, bien sûr. Hein. Il y a à peu près 20% de cet électorat républicain qui estiment qu'ils ne peuvent pas voter pour quelqu'un qui était déclaré criminel, qui a subi une conviction. Donc, voilà, ça c'est un inconnu. Inconnu. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. La vie, des inconnus. Et on attend ces inconnus. Cécile Coquet-Mococo, pour revenir justement sur cet électorat de l'Iowa, on parlait donc d'un électorat largement blanc et de nombreux évangéliques. Les évangéliques auraient pu voter aussi pour Ron DeSantis, mais ils ont quand même choisi Donald Trump, manifestement. Oui, effectivement, les évangéliques qui cherchent à représenter la majeure partie de la population républicaine de l'Iowa, en tout cas, se sont rangés derrière Ron DeSantis. Donc c'est assez intéressant de voir que les électeurs peuvent se dissocier aussi des mots d'ordre qui leur sont donnés par leur pasteur. Ce qu'on avait tendance à peut-être oublier un petit peu quand on analysait le vote des évangéliques. À mon avis, les électeurs sont réceptifs au récit selon lequel Trump est celui qui va l'emporter. Et il y a un argument, une théorie qui est assez connue en sciences politiques, qui est l'aversion pour le risque. On n'a pas envie de voter pour quelqu'un qui n'a aucune chance. On n'a pas envie d'avoir une dispersion des voix. Et par conséquent, on a tendance à voter, même si on n'est pas convaincu, pour la personne qui a le plus de chances de l'emporter. Et comme il y a une diabolisation de Joe Biden et du camp démocrate, on veut celui qui est le plus apte dans cette réalité dans laquelle sont les électeurs les plus convaincus que le camp républicain est celui qui va sauver l'Amérique, on va voter pour le sauveur. Reed Brody, vous êtes d'accord ? Écoutez, je pense que l'électorat républicain est acquis, malheureusement, à Donald Trump. Vous avez évoqué les différentes affaires judiciaires. L'électorat républicain n'a que faire de ces procès-là. C'est vraiment une menace pour la démocratie que quelqu'un qui est accusé d'avoir voulu empêcher le transfert de pouvoir comme il est, qui est accusé d'avoir pris les documents confidentiels chez lui peut-être pour son ego, mais peut-être pour son gain personnel. Mais l'électorat républicain s'en fiche de cela. Et je pense. Mais pourquoi ils s'en fichent de cela, comme vous le dites, Reed Brody ?
Parce que, bon, d'abord, et je pense que le fait que Donald Trump est allé justement aujourd'hui à New York pour assister à un procès dont il n'avait pas assisté, c'est pour mettre en scène tout cela. Parce qu'ils mettent en scène l'idée que tous ces procédures judiciaires ne sont que des manœuvres politiques pour écarter un candidat légitime à la présidence. Stephen Ecovitch. Oui. Pour réagir justement à ce que vient de dire. En fait, ce que dit Reed Brody, c'est que les républicains, de toute façon, votent pour Donald Trump, qu'il soit condamné, pas condamné. Là, on sait qu'il y a 4 procès en cours, 91 chefs d'inculpation contre lui, 4 affaires au pénal. Aujourd'hui, sitôt parti de l'Iowa, il était à New York devant un tribunal civil. Enfin bon. J'ai vu les sondages avant de venir. 40% des républicains estiment que s'il est destiné à aller en prison, il ne va pas aller en prison, mais s'il y a une vraie conviction, on estime qu'il n'est pas quelqu'un qui a le caractère d'être président des États-Unis. Mais parmi ces 40%, il y a 20% même, et surtout dans l'électorat républicain de Nikki Haley, qui estiment qu'ils vont voter Biden, si c'est Biden. Donc vous pensez qu'il y a quand même un pourcentage de républicains qui n'ont plus envie de voter pour Trump. Et la stratégie du Parti démocrate est justement de viser cet électorat pour les tirer vers Biden. Voilà. Amy Porter. J'ai les statistiques d'hier, donc dans l'Iowa, qui est quand même hyper conservatrice, on le sait, avec beaucoup d'évangéliques. Globalement, ils ont posé la question aux gens au moment où ils entraient. Si Trump est condamné, est-ce que vous voterez pour qui ? 11% globalement ont dit « je voterai plutôt Biden » et 43% des électeurs de Nikki Haley ont dit « je voterai pour Biden ». Donc il y a évidemment parmi les républicains, dont mon beau-frère, que je salue, s'il me regarde, il est en Floride, qui ne voterait jamais pour Trump, qui adorait avoir ses impôts diminués, mais qui ne votera pas pour Trump. Il ne votera peut-être pas pour Biden non plus. Il restera peut-être chez lui. Mais quand je vois que 43% des électeurs de Haley et 10% généralement en Iowa, ça veut dire que nous pouvons rattraper 3, 4, 5%, et ça suffira. Donc c'est la stratégie des démocrates, Biden a gagné la dernière fois avec ces voix-là. Je pense qu'il y en aura encore plus cette fois-ci. Ça serait mobiliser les troupes de base démocrates et aussi grignoter de cet électorat républicain qui serait plus centriste. Voilà. Cécile Coquet-Mococo, un mot peut-être là-dessus. Et si Trump prenait justement Madame Haley en vice-présidente, vous dites non, c'est impossible. Allez-y, Cécile Coquet-Mococo. Je pense que la question de la loyauté chez Trump, encore plus que chez le président français Macron, est tellement viscérale qu'il est absolument impensable de mon point de vue que Nikki Haley soit choisie pour jouer les vice-présidentes au motif qu'elle serait une femme racisée qui aurait été ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. On n'a pas ce type de calcul chez Trump. Oui, mais pour récupérer cet électorat républicain justement qui en a assez manifestement de ces outrances, ce côté outrancier de Donald Trump, pour le recentrer un petit peu plus, avoir un ticket avec Nikki Haley ou peut-être quelqu'un d'autre qui puisse récupérer des votes au centre. Je n'imagine pas Trump faire des concessions en termes de personnes, peut-être en termes de discours, en étant très très vague, comme sur la question de l'avortement par exemple, mais certainement pas en partageant la lumière avec qui que ce soit d'autre. C'est pas son genre. Stephen Ecovitch. Oui. Pardon, excusez-moi, je pensais à Reed Brody, excusez-moi. Je vais intervenir juste après. Oui. Reed Brody, allez-y. Oui, vous savez qu'avant, on disait que les élections se jouaient au centre. Le candidat le plus modéré est le candidat qui gagnait. Je pense que depuis un certain moment, c'est le candidat qui mobilise son électorat. Et Donald Trump, il mobilise cet électorat que vous avez vu braver les éléments de l'hiver en Iowa. Et Joe Biden, malheureusement, c'était pas un mauvais président, mais c'est un mauvais candidat qui ne mobilise pas son électorat. Les jeunes, les Noirs et maintenant les Arabes qui feront la différence dans plusieurs États et qui ne voteront même pas pour lui à cause d'Israël, ne sont pas mobilisés. Donc, je crois qu'on a toutes les chances que Donald Trump soit pas seulement le candidat républicain, mais qu'il soit élu. Et je suis d'accord avec Liz Cheney que les Américains, nous marchons
tels des somnambules vers une dictature. Liz Cheney, qui est donc une républicaine qui, elle, est totalement anti-Trump. On va l'écouter, Donald Trump, avant justement de faire un point sur son programme. On va l'écouter juste après, justement, cette victoire. Il s'exprimait sur Joe Biden. Je ne veux pas être trop dur avec le président Biden, mais je dois dire qu'il est le pire président que nous ayons eu dans l'histoire de notre pays. Il est en train de détruire notre pays. Il est en train de détruire notre pays. Donc là, le pays ne s'est jamais aussi bien porté que maintenant. L'économie est absolument au top. Le chômage est au plus bas. Les investissements... Ça sont les chiffres et les porteurs. Ce qui est quand même intéressant, parce que justement... Mais Trump, il dit n'importe quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un vote, justement, qui n'est pas vraiment un vote d'adhésion, mais un vote de pour ou contre Donald Trump? Est-ce que ça pourrait se résumer à ça, cette élection? C'est pas pour ou contre Donald Trump, c'est une comparaison entre Biden, avec ses 50 ans de service au public, et un criminel qui a été coupable de viol, enfin en face avec toutes ces casseroles. Pendant qu'il était président, on a eu 1 million de morts de Covid, parce qu'il a complètement mal géré la crise Covid. Bon, je pourrais y aller pendant des années. Et pourtant, le match, ça va être le match retour. Et juste pour vous dire... Biden a levé 100 millions de dollars ce dernier trimestre. C'est un record absolu pour un candidat démocrate à ce stade. Donc on ne peut pas dire que les gens ne sont pas enthousiastes. Aux États-Unis, vous savez, on vote avec notre argent. Eh bien justement, on va regardez, on les voit s'afficher, les fonds récoltés. Donald Trump, on est à 60 millions. Biden, 56 millions à peu près. Ron DeSantis, 31 millions. Et on dit qu'il a des difficultés financières, Ron DeSantis. Nikki Haley, elle est à 18. Donc manifestement, elle, c'est plutôt moins. C'est vrai que ça va être une campagne extrêmement chère. On le dit beaucoup, Stephen Ekovitch, même d'ailleurs l'une des plus chères de l'histoire de l'Amérique. Oui, les élections présidentielles sont chères. Et ce n'est pas toujours celui qui a le plus d'argent qui gagne, mais quand même, il faut donner beaucoup d'argent, il faut investir beaucoup d'argent pour gagner une élection présidentielle. Mais les principes d'une élection présidentielle n'ont pas changé. Chaque camp est obligé de mobiliser les durs de chaque côté. Il faut s'assurer qu'ils vont être là. Et après, il y a ce milieu. Et aux États-Unis, le plus grand électorat n'est ni démocrate, ni républicain, mais indépendant. 40% des Américains estiment ni démocrate ni républicaine. Soit il y a 40%. Dans ces 40%, il y a disons 20% qui se penchent plutôt vers les républicains, un autre cas qui penche vers les démocrates. Donc, toute stratégie électorale, c'est de s'assurer que ceux qui se penchent vers vous vont tomber vers vous. Mais la vraie élection présidentielle, encore, oui, c'est joué au centre. Et c'est là où les deux candidats vont jouer. Et le contraste est saisissant quand même par rapport il faut dire aussi au programme. Oui, même si les statistiques sont positives, peu importe, parce que ça dépend comment l'Américain moyenne ressentit sa situation économique chez lui. Hein. C'est ça, parce que les chiffres sont bons, mais le ressenti n'est peut-être pas exactement. Si bon. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aussi les questions sociales et culturelles priment aussi. Plutôt que les bons chiffres positifs économiques. Mais Rick Brody, vous vouliez réagir sur cette question de cette élection qui se fait au centre ou pas? Écoutez, je pense que c'était la tradition et je pense que Biden est un très bon président. Jusqu'à maintenant, son soutien inconditionnel à Israël, qui est mauvais pour le monde, est mauvais pour les Juifs et mauvais pour les États-Unis. Mais je pense qu'il a été un très Allez-y. Je pense qu'il a été un très bon président, mais il est mauvais candidat. Et je pense que si j'étais le président Obama, qui avait adoubé Joe Biden il y a 8 ans, qui avait écarté les autres candidats, qui avait, il y a 4 ans, quand Bernie Sanders était sur le point de ravir Super Tuesday et de gagner les primaires, qui avait Obama convaincu tous les autres modérés de se désister en faveur de Biden, je pense qu'Obama pourrait siffler à Joe Biden qu'il est temps pour le salut des États-Unis de laisser la place à quelqu'un d'autre, parce que je pense que les démocrates
si l'élection est sur Trump, les démocrates gagnent. Mais si l'élection est sur un Joe Biden, c'est beaucoup plus difficile. Amy Porter, je vous fais réagir, mais Cécile Coquet, mon coco, un mot là-dessus. De toute façon, a priori, ça devrait être Joe Biden. Ce n'est pas le bon candidat pour les démocrates? Joe Biden habituellement se présente comme l'alternative à Trump, le candidat normal pour éviter un retour au chaos. Mais l'électorat a tendance à oublier le chaos de l'ère Trump et à voir effectivement sa situation économique avec un miroir déformant, y compris du côté des démocrates. Donc la communication qui doit être faite par les démocrates sur le bilan économique, notamment du gouvernement Biden-Harris, doit vraiment être axée sur ce bilan positif. Après, je pense que j'aurais tendance à dire que peu importe quelle est la personne qui va incarner ce bilan, s'il y a un ticket qui peut mobiliser les électeurs, le Parti démocrate a intérêt en tout cas à tenter ce ticket-là. Il me semble que c'est peut-être un petit peu tard pour présenter quelqu'un de complètement nouveau et d'écarter Joe Biden. Ça enverrait un signal assez négatif à l'électorat, à mon avis. Amy Porter, est-ce que c'est le bon candidat? Parce que depuis le début, on parle beaucoup de son âge. Alors, Donald Trump n'est pas jeune non plus. Non. Mais c'est quand même, ça coûte à Joe Biden. Toutes ces séquences, on voit effectivement qu'il peut trébucher. Les Américains, est-ce qu'ils souhaitent un président aussi âgé, y compris les démocrates? Alors, je ne vais pas revenir sur Biden qui trébuche, parce que Trump qui dit qu'il faut avaler de l'eau de Javel, bon, on ne va pas non plus rentrer dans ce débat-là. Joe Biden, 81 ans, Donald Trump, 78. Ouais, on peut comparer quand même le bilan, et on peut comparer surtout ce qu'ils envisagent pour l'avenir, parce que moi, je n'ai pas envie de rester dans le passé, je voudrais me tourner vers l'avenir. Joe Biden sera le candidat, donc ce n'est pas la peine de faire des spéculations. De souhaiter que ça serait quelqu'un d'autre. Mais je voudrais revenir sur quelque chose que vous avez dit sur l'économie. Dans tous les sondages où on demande aux républicains, il ne faut pas oublier, avec la polarisation aux États-Unis, aucun républicain ne dira quelque chose de bien d'un démocrate lors d'un sondage. Donc, c'est pour ça qu'ils vont chacun rester autour de 38-40% et ça ne sera jamais mieux. Mais quand on demande aux gens comment se passe l'économie, l'économie, c'est mauvais. Ce qu'ils entendent à longueur de journée sur certaines chaînes qui sont des chaînes acquises à la cause de Donald Trump, que l'économie, c'est mauvais. Comme Trump vient de dire, le pays est au chaos, etc. Et après, quand le même sondeur demande à la même personne, et vous, votre situation perso, comment c'est? Moi, tout va bien, j'étais augmenté, etc. Les prix commencent à baisser. Donc, cette notion de l'économie comme une espèce d'idée, non, il faut demander aux gens, comment est votre situation? Alors, les gens qui sont diabétiques, il y en a des millions aux États-Unis, qui ont vu leur insuline passer de 600 à 1000 euros par mois à 35 $, par mois. Ceux qui voient les investissements historiques faits par l'administration Biden-Harris dans le climat, alors que les républicains continuent à dire que le problème de climat n'existe pas. L'histoire de l'IVG, évidemment, les républicains veulent bannir l'IVG dans tout le pays. Actuellement, il y a à peu près la moitié des États où on peut encore se faire soigner. C'est un thème qui peut effectivement profiter à Joe Biden. Et c'est un thème, si on regarde toutes les élections partielles qu'on a eues depuis l'élection de mi-mandat, ça a toujours été du côté des démocrates. Donc les démocrates ont une performance supérieure à ce qui était attendu sur ces questions-là. Les armes à feu, les républicains veulent des armes partout. Nous, on voudrait bannir les armes d'assaut. Eux, ils voudraient bannir des livres. Le programme sera quand même très clivant. C'est ça qui va être intéressant. Il y a un contraste incroyable entre les deux programmes et les deux hommes, bien sûr. La dynamique, en tout cas, on sent qu'elle est lancée pour ce match retour, rematch, comme on dit aux États-Unis. Une réédition du match Trump-Biden. Quel est ce programme de Donald Trump? On va revenir sur certains points en images, justement, de ce programme avec Étienne Paponneau. Sur le plateau de la chaîne conservatrice Fox News le 5 décembre dernier, Donald Trump est interrogé sur d'éventuels abus de pouvoir en cas de réélection. Vous promettez ce soir au peuple américain que vous n'abuserez jamais du pouvoir pour vous venger de qui que ce soit? Sauf le premier jour. Sauf le premier jour. Je fermerai la frontière. Priorité numéro 1 de l'ex-président, l'immigration. Fin de l'obtention automatique de la nationalité américaine pour les enfants d'immigrants nés aux États-Unis, militarisation de la frontière avec le Mexique, vague d'expulsions inédite et propos virulents envers les immigrants.
C'est la vérité. Ils détruisent le sang de notre pays. Ils n'aiment pas quand je dis cela. Et je n'ai jamais lu Mein Kampf. S'il est réélu, Donald Trump promet aux Américains de terminer les chantiers de son premier mandat. Exemple en rétablissant le décret d'interdiction du territoire aux ressortissants de plusieurs pays majoritairement musulmans. Mais son ambition la plus radicale se trouve sans doute dans cette feuille de route rédigée par la Heritage Foundation, un centre de réflexion classé à droite. Objectif : remodeler l'État fédéral en recrutant 20 000 fidèles à des postes clés pour détruire ce que Donald Trump nomme l'État profond responsable selon lui de sa défaite en 2020 face à Joe Biden. Poursuivi pour tentative d'inversion des résultats à la présidentielle de 2020, il prédit le chaos au pays si la justice ne renonce pas aux poursuites contre lui. Le jour où notre plus haut dirigeant décidera de s'exonérer des règles et des lois, notre système s'effondrera. Enfin, à l'international, le candidat Trump laisse planer l'incertitude chez les alliés de Washington. À plusieurs reprises ces derniers mois, le probable candidat républicain à la présidentielle a laissé entendre que les États-Unis pourraient tout bonnement quitter l'Alliance atlantique. Stephen Ekovitch, est-ce qu'il est une menace pour la démocratie, Donald Trump, si effectivement il est réélu? Je crois que d'une certaine façon, le populisme peut être positif pour une démocratie parce que ça encaisse des râles. Mais là, Donald Trump se prépare pour aussi faire son emprise sur l'État administratif. Les troupes de supporters de Trump sont contre cet État où il n'y a pas d'élus. Ils sont contre la justice aussi, de plus en plus. Il n'y a pas d'élus. Ils sont contre l'État administratif. Et d'ailleurs, c'est souvent la même chose en France. Donc c'est une menace pour la démocratie. C'est-à-dire que cette histoire de mettre en place 20 000 personnes de la Heritage Foundation, ça serait possible aux États-Unis parce qu'on sait que ça prend beaucoup de temps. Par exemple, lorsqu'il y a un passage d'un président à l'autre, ça prend des mois et des mois avant de pouvoir nommer toute une administration. Là, donc, oui, mais on peut faisable, aussi nommer sans la confirmation du Sénat, on peut nommer, parce qu'il faut que les rouages tournent, on peut aussi mettre en place des acting secretaries qui n'ont pas besoin d'être avalés, confirmés par le Sénat. Et vraisemblablement, c'est son projet. Donc, c'est pas seulement... Là, c'est un cas de populisme qui était difficile à intégrer et de plus en plus difficile d'intégrer. Donc, d'une certaine façon, ce projet qu'il a d'investir aussi l'État administratif est dangereux. Cécile Coquet-Moukoko, une réaction justement sur ce projet de remodeler l'État américain en nommant 20 000 conservateurs assez vite et manifestement tout seul, il peut le faire, en tout cas par décret. Nomination, décret, oui. Oui, il y a aussi la question de ce que le Congrès ferait. Pour l'instant, on a eu des congrès où les républicains, les élus républicains ont voté comme un seul homme pour protéger Donald Trump, y compris au lendemain de ce qui était quand même ni plus ni moins qu'une tentative d'insurrection, qui est normalement condamnée par le 14e amendement à la Constitution. Donc, c'est pas seulement Trump et les décrets qu'il pourrait, dans sa conception autocratique du pouvoir, être amené à signer, mais c'est aussi le point jusqu'auquel des personnalités ambitieuses dans le Parti républicain sont prêtes à lui faciliter la tâche dans les rouages de l'État fédéral et des différents États fédérés. Après, pour ce qui est de la nomination de personnalités qui présumeraient loyales. Il y a quand même un petit peu d'espoir pour la démocratie des États-Unis quand on pense aux juges qu'il a pu nommer, qui étaient censés faire exactement ce qu'il leur disait et qui n'ont pas toujours obéi. Oui, je ne parle pas des juges de la Cour suprême, mais des juges à des niveaux plus fédérés. Reed Brody, est-ce que c'est une menace pour la démocratie? Donc il y a ces 20 000 personnes, et puis il y a aussi lorsqu'il dit je vais être le dictateur d'un jour. Mais il est absolument une menace. Je pense que si nous avons survécu au Trump la première fois, c'est d'abord parce qu'il n'était pas préparé à être président. Il est venu les mains vides. Là, vous avez cité une feuille de route. Là, dès le premier jour, il a tout en place. On verra un Donald Trump décomplexé. On a aussi survécu parce qu'il avait justement mis
autour de lui des gens de l'establishment républicain, des adultes qui le contraignaient un peu. Et finalement, il y avait suffisamment de personnes, d'élus, même républicains dans les différents États, qui ont dit non. Vous vous souvenez, en Georgie, elle a demandé qu'on renverse... Oui, mais ça peut continuer, Reed Brody, ça. Tous les républicains ne sont pas Heritage Foundation, si? Oui, mais il va s'entourer. Le secrétaire d'État ne va pas être du sérail. Le secrétaire à la justice va être un homme à lui. Et donc, il va, et les 20 000 personnes, ce n'est pas seulement les secrétaires, c'est toute l'administration qui va changer de fond en comble. Il a un plan. Oui. Et je pense qu'on aura du mal cette fois à survivre à Donald Trump. Mais Amy Porter, juste qu'on comprenne bien, que le téléspectateur comprenne bien, parce que le système américain est très particulier. Effectivement, lorsqu'un président est élu, toute l'administration change. Elle change de couleur politique. Pas toute. Enfin, en grande partie. 4 000. 4 000, ce qui est quand même énorme. Ça, effectivement, c'est pas sur 50 000, c'est pas tant. Oui, mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça en France, par exemple. Oui, c'est vrai. Fonctionnaire à un statut particulier. Les gens du service public, en fait. Là, on peut dire que ça serait plus 4 000, ce qui est en fait traditionnellement fait et qui prend des mois. Parfois, en fait, les postes sont vacants pendant des mois. Là, on parle donc de 20 000 postes en plus qui remplaceraient d'autres fonctionnaires. Enfin, on parle de quoi exactement? Ce projet 2025 est absolument ahurissant et absolument effrayant si on le lit vraiment. Alors, ce que Trump compte faire après qu'il ait mis 10 millions d'immigrés dans des camps, pour les déporter, il ne dit pas « je vais déporter 10 millions de personnes », je vais d'abord les mettre dans des camps, langage bien choisi, et après je vais les déporter. Évidemment, ça va ruiner l'économie américaine si 10 millions de personnes s'en vont. Mais on va revenir sur cet aspect. Mais pour l'histoire de démocratie et administrative, je trouve excellente votre formulation parce que vous avez quasiment cité mot par mot quelqu'un qui était dans l'équipe de Donald Trump, son ancien secrétaire de la Défense, qui a déclaré la semaine dernière « Je le considère comme une menace pour la démocratie ». Ce sont des gens qui ont travaillé avec lui. Bon, est-ce qu'il va pouvoir mettre ses sbires partout et changer l'administration? Ça fait partie du plan, c'est-à-dire, et ça a déjà commencé, pourquoi est-ce qu'il va dans tous ces procès? Parce que sa campagne se réduit à ses casseroles judiciaires. Pourquoi il dit toujours... c'est une chasse aux sorcières, j'ai rien fait de mal, c'est parce qu'ils veulent avoir ma peau, etc. Parce qu'il essaye de délégitimiser quelque part le département de justice pour pouvoir plus tard mettre tout le monde de côté et se faire une présidence tout-puissant. Il veut gommer les deux autres branches du gouvernement pour avoir la mainmise partout. Et les règles de la démocratie actuelle lui permettrait de le faire. C'est assez affolant. Regardez les dictateurs autour de nous, un peu à l'Est, ils ont tous été élus démocratiquement avant de commencer à mettre les journalistes en prison. Oui, mais on a l'impression que les institutions américaines, quand même, est-ce qu'elles ne sont pas plus fortes que ça? C'est Stephen Ecovitz. D'abord parce que c'est un État fédéral, donc les États, on a vu d'ailleurs, même avec l'arrêt de la Cour suprême Roe versus Wade, qu'au sein des États, ils ne suivent pas forcément. Donc il y a des États qui sont quand même très à gauche, donc qui sont conservateurs. C'est compliqué. L'État américain est très fragmenté. Sur ce plan aussi, c'est un système fédéral, mais aussi c'est fragmenté sur le temps. N'oublions pas que Donald Trump, les républicains ont perdu les 5 dernières élections au Congrès. Donald Trump n'a gagné aucune élection récemment. Donc ça aussi, c'est un petit côté positif, un petit espoir positif pour les démocrates. Oui. Et quand même s'il y a un État administratif qui est de plus en plus lourd, cet État est là. Même parmi les 4 000, il y a la moitié qui vont avoir une promotion pour grimper les échelons. Donc, il y a un côté positif. Dans le temps, il y avait un côté positif. En France, il y a très, très peu de nominations au sommet de l'État quand il y a un changement de président. Bien sûr, parce que les fonctionnaires ont un statut particulier en France. Voilà. Mais aux États-Unis, le côté positif, c'était en effet un président nouvellement élu pouvait rédiger un petit peu cet État administratif parce qu'il pouvait pénétrer un peu plus dedans pour remettre ces personnes. Cette fois-ci, c'est un danger. C'est un danger. Cécile Coquet-Mococo là-dessus. Cette fois-ci, c'est un danger pour la démocratie? Votre point de vue? Votre analyse?
Quand on a un ancien président qui est capable de dire que tel ou tel, dont par exemple le vice-président devrait être exécuté ou le chef d'état-major devrait être exécuté, on voit que des personnes qui sont quand même assez aguerries sur le plan politique et qui ont accompagné Trump dans le premier cercle sont épouvantées de ce qu'elles ont vu et entendu dire. Donc, il y a une fascination pour la dictature qui ne cache même pas. Donc, je pense qu'une bonne partie de ces électeurs, chez les Républicains, ne croient pas qu'il pourrait se rendre capable de ce qu'il dit. Il faut effectivement que du côté des électeurs indépendants, qui ne sont pas complètement acquis à ce culte de la personnalité qu'il a développé de manière extrêmement efficace, que ces électeurs se rendent compte de ce qui est en train de se produire. Reed Brody, il y aura une fascination pour la dictature aux États-Unis aussi, parce qu'il y a du populisme aux États-Unis, comme il y en a d'ailleurs en Europe aussi. Je pense que c'est un peu partout, et c'est même pas seulement en Europe. On voit en Argentine un type qui est assez similaire à Donald Trump, qui a le même discours charismatique de seulement moi je peux résoudre vos problèmes. Je pense que Donald Trump exerce une fascination sur un certain parti de la population américaine. J'espère que, comme mes collègues, qu'au centre, il y aura suffisamment de gens modérés. Et je pense que Biden fait bien quand il fixe les projecteurs sur Trump comme menace, quand il parle du choix existentiel pour la démocratie, parce que c'en est. Je voudrais qu'il mobilise plus, mais je pense que Donald Trump a changé le parti, il a changé beaucoup de personnes aux États-Unis même. Il y a beaucoup d'Américains moyens qui étaient autrefois des évangiles moralistes qui maintenant qui marchent tels des somnambules derrière une personne qui est un des plus immoraux qui soit. Mais comment vous l'expliquez ça en 2 mots, Reed Brody? Parce qu'il y a cette fascination, même les évangéliques, quand ils voient bien que Donald Trump n'est pas très chrétien. Je pense que c'est son charisme. Les gens cherchent une solution. C'est une candidate. C'est des gens qui cherchent beaucoup, hein, pas tous, qui cherchent une vengeance. Il a dit « I will be your retribution ». Je serai votre vengeance comme président. Je pense qu'il traduit une malaise d'une certaine classe des Américains qui est minoritaire, mais très puissant, surtout au sein du Parti républicain. On sait qu'il a le Parti républicain derrière lui maintenant, Amy Porter. La stratégie de Joe Biden, est-ce qu'elle doit être justement simplement de miser sur cette menace contre la démocratie? Parce que ça, il l'a déjà dit. On sait qu'il va en parler pendant toute cette campagne. Trump, c'est la menace pour la démocratie. Est-ce que ça va être suffisant pour justement créer ce vote d'adhésion? Parce qu'il est impopulaire pour l'instant. Parler que de ça, il n'est pas impopulaire en fait. Enfin, dans les sondages, en tout cas, il y a même certains États d'ailleurs, mais les swing states, Donald Trump est devant. Je sais que vous ne croyez pas aux sondages. Sur ce même plateau, en 2022, j'avais dit il n'y aura pas de vague rouge, et j'avais raison. Bon. Oui, il faut attendre face à face. On n'est pas encore là. Dès qu'on est à... Mais ce discours pour ou contre la démocratie, est-ce que ça va suffire? Il va mettre en lumière le contraste entre les deux hommes et entre les deux programmes et entre les deux bilans, parce que Trump a un bilan, il a été président pendant 4 ans. Biden a un bilan aussi, d'ailleurs il est excellent. Donc il va parler de ça. Et il sera rationnel. Est-ce que l'électorat sera rationnel? Dans le New Hampshire, pour ne pas parler de sondage, ils ont fait un sondage la semaine dernière, et les gens, les électeurs de New Hampshire ont dit la chose qui m'inquiète le plus, l'élément qui m'intéresse, qui m'inquiète le plus, c'est la démocratie, avant l'économie et avant l'immigration. Donc, ce discours sur la démocratie, c'est pas... Et qui disait ça dans ce sondage? Les électeurs de New Hampshire, il y avait des gens... Aucun électorat est rationnel. Hein. Donc, l'émotion... donc Biden va évidemment parler de ça, mais pas que de ça. Et ça va être le contraste entre les deux hommes. Et c'est ce que nous, on essaie de faire dans notre communication, c'est d'arrêter de parler de la course aux chevaux. C'est pas... qui va gagner un jour, une semaine, le sondage, ceci, cela, mais de parler de véritablement ce qui sera notre avenir avec l'un ou avec l'autre.
Donc là, la grande différence, ça sera quoi? Déjà sur la politique étrangère, elle sera évidemment très forte, puisque là, on parle de la guerre en Ukraine. Donald Trump qui souhaiterait donc sortir même de l'OTAN, avec même politique avec ses alliés d'ailleurs qu'il y a que quand il était président. Donc il y a des vraies différences en politique étrangère. Est-ce qu'on fait une élection là-dessus? Pas sûr. Le traité de Washington qui a établi l'OTAN, il n'y a aucune provision qui prévoit la sortie d'un membre. Donc Donald Trump ne peut pas sortir les États-Unis. Mais la règle de vote au sein de l'OTAN, c'est l'unanimité. Oui. Donc il peut être en mesure d'enquiquiner tous les autres membres de l'OTAN. Donc il ne va pas sortir de l'OTAN, mais il peut mettre des sables dans les rouages. Cécile Coquet, mon coco, est-ce qu'effectivement un clivage clair sur le programme, parce que ce sont deux programmes très différents, est-ce que ça peut effectivement mobiliser les électeurs d'un côté ou de l'autre? Oui, si on choisit bien les thèmes de campagne sur lesquels on va insister. Et je pense que là, il y a une carte à jouer pour ce qui est du droit des femmes, parce que tout le monde n'est pas forcément aligné sur les positions les plus extrémistes du côté républicain. Donc le droit des femmes, Reed Brody, vous êtes d'accord, cet électorat des femmes serait important, parce qu'on en a vu des femmes trumpistes aussi, hein, on en voit il y a beaucoup de fans aussi, femmes de Trump. Non, mais il y a surtout la question de l'avortement qui est une carte à jouer. Je pense que je suis d'accord avec Amy que le bilan économique de Joe Biden est bien. Il a fait face au Covid, il a créé des emplois, il fait la transition énergique et tout ça. Mais je pense que l'avortement, par exemple, ou la Cour suprême nommée par Trump à renverser 50 ans de protection juridique pour les femmes, ça c'est une question qui mobilise. Et je pense que si les démocrates arrivent à mobiliser l'électorat jeune, à mobiliser les femmes, à mobiliser ceux qui ont bénéficié économiquement des programmes, des allocations pour le Covid, pour le santé, Obamacare et tout ça, les démocrates pourront gagner. Mais il faudrait qu'ils mobilisent. Et pour le moment, Joe Biden ne le fait pas. Un dernier mot, justement, parce qu'il nous reste 5 minutes, Reed Brody, justement, parce que comme vous êtes ancien substitut du procureur de l'État de New York, c'est une question qui vous a adressée sur toutes ces procédures, donc ces 4 procédures au pénal, mais également cette décision qu'on attend de la Cour suprême sur une inéligibilité possible de Donald Trump. Quels sont les risques véritablement ? Bon, la grande risque, évidemment, c'est la question de l'éligibilité, le 14e amendement qui prévoit que si quelqu'un qui a participé à une insurrection et qui est appelé à une insurrection ne peut plus servir dans l'État fédéral, c'est la Cour suprême qui va décider. Et qui va décider probablement sur une question de procédure, etc. Je vois mal les juges de la Cour suprême se substituer à l'électorat. Je pense que je pense qu'il faut battre Donald Trump aux urnes et pas dans un cours de justice. Les autres procès, le problème, c'est que ça prend du temps. Les démocrates et surtout l'Attorney General Merrick Garland, ils ont commencé très tard. Et donc, on risque de ne pas avoir les procès avant les élections, même si je suis d'accord que s'il est condamné, ça porterait un coup très, très dur à son élection. Il pourrait toujours se présenter. Mais je pense que le cas qui est le plus fort, qui est le cas du 6 janvier, où il est accusé à Washington, il joue la montre. Il fait tout pour repousser le procès. Et pour le moment, il est en train de gagner. Ce jeu où il joue le montre. Steven Ecovitch, oui. C'est trop tôt. Il faut attendre maintenant peut-être quelques mois, peut-être pas, 5 ou 6 semaines, là où on est vraiment devant une face-à-face entre les deux candidats. Et
de toute façon, les 2 tiers des Américains dans les sondages ne veulent ni l'un ni l'autre. Donc on va pincer les nez et choisir quelqu'un qu'on ne veut pas, qu'on veut contre. On ne veut pas vraiment fondamentalement au fond de soi. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait des votes quand même. Ça fait des votes, oui. Steven Ecovitch, merci beaucoup, Amy Porter. Merci Cécile Coquet-Mokoko d'avoir été avec nous. Reed Brody également d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission en podcast et également sur les réseaux sociaux. À demain.